Hi, everyone. Welcome to the 9th session of the... Bienvenue à cette 9e session de la communauté de pratique. Avant de commencer, je vais vous donner encore un peu de temps pour affluer. On attend encore quelques instants que les autres participants se joignent à nous et pendant ce temps, j'aimerais également vous dire que cette session se tiendra à la fois en anglais et en français, donc n'hésitez pas à écouter cette session dans la langue qui vous convient le mieux. Si vous êtes anglophone, écoutez en anglais et pour que vous puissiez entendre nos francophones lorsqu'ils prendront la parole. Et à tous les francophones, nous avons l'interprétation en français. Donc, veuillez sélectionner l'icône en bas de votre écran pour aller choisir la langue qui vous convient le mieux. Je crois que nous allons pouvoir commencer. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. La session d'aujourd'hui vise à être aussi interactive que possible pour avoir des conversations avec vous. Donc, n'hésitez pas à interagir dans le chat si vous avez des questions ou des commentaires, des contributions que vous souhaiteriez partager avec nous. Pour lancer un peu le mouvement, je vais demander à tous les participants de nous dire qui vous êtes et d'où vous joignez à nous dans le chat pour qu'on sache avec qui on est, dans quel domaine vous travaillez. Et si cela ne vous dérange pas, dites-nous quel est votre intérêt pour le sujet du jour. Pour commencer, la session d'aujourd'hui va se concentrer principalement sur un événement de taille qui arrive à la fin de l'année, dans 30 jours exactement, à savoir la COP27. La session d'aujourd'hui vise à explorer les liens entre l'économie circulaire et les actions climatiques, en particulier pour cette session et le programme à venir. Nous allons également tenter d'explorer quelles sont nos attentes pour la COP27. La session d'aujourd'hui est organisée par ICLEI Africa et ASEAN. Nous avons également 2 orateurs aujourd'hui avec nous qui partageront leur point de vue sur ces sujets. Anissa Lotenen, experte en économie circulaire à la Banque africaine de développement, ainsi que Makash Naidoo, qui est à la tête de l'équipe du développement circulaire chez ICLEI au secrétariat mondial. Pour la session d'aujourd'hui, nous allons commencer avec une vue d'ensemble de ce qu'est la COP, en particulier la COP 27. Pour cela, je vais donner la parole à Chris, qui fait partie de ASEAN, donc les co-organisateurs, qui va nous expliquer ce qu'est la COP, pour qu'il nous explique ce dont il s'agit. Et ensuite, on va donner la parole à nos panélistes pour entendre leur point de vue sur le sujet du jour. Et ensuite, on ouvrira la parole à chacun et à chacune pour les interactions. N'hésitez pas à contribuer avec vos questions, vos commentaires dans le chat également. Et ensuite, nous passerons en salle de travail pour rentrer dans le détail de nos and hopefully allow Africa to emerge as a leader in. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Chris pour qu'il nous explique ce qu'est la COP et surtout les enjeux de la COP 27. Merci, Joe Koudou. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Specifically around those where the opportunities. Vous êtes nombreux à comprendre pour une transition juste et nous l'espérons pour que l'Afrique émerge en tant que leader de la durabilité
And the idea from that really is to look at the alignment, looking at transparent ESG reporting, looking at scope 1, 2, and 3 assessments. Des résultats qui sont ressortis, qui offrent des opportunités d'alignement en matière d'économie circulaire, At some of the key notamment pour ce qui est des rapports en matière particularly around our gouvernance, l'idée de transparence dans les temps justes. La COP va se passer en Afrique et nous espérons que some of the le people that are point in de this vue room will sera surtout axé sur l'Afrique, notamment sur l'économie circulaire dans les différents secteurs en Afrique. some of their Nous espérons que expectations certaines and linkages with COP27. des personnes, et nous espérons donner la parole à mes deux collègues. So welcome everybody. I look forward Et les to liens que nous voulons faire entre la COP 28 en matière de financement climatique que cela peut apporter à l'Afrique. Bienvenue à toutes et à tous. J'ai hâte d'avoir des discussions fructueuses avec vous. Merci Chris Helpful and also just pointing pour cette explication. C'est très utile et c'est bien de faire le lien avec les précédentes sessions de la communauté de pratique, puisque nous avons parlé de financement climatique. Je crois que c'est vraiment une bonne continuité des points que nous avions abordés ce jour-là. J'aimerais donner la parole à notre première oratrice, Elisa, et ensuite Magash. Elisa, je vous donne la parole. N'hésitez pas à vous présenter et à partager votre contribution sur la COP 27 et vos attentes sur la COP 27. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Alors, en effet, je m'appelle Elisa Notanen. Je travaille à la Banque africaine de développement dans l'équipe de l'économie circulaire qui travaille dans le département pour le changement climatique et la croissance verte. J'aimerais vous en dire un peu sur l'économie circulaire dans la stratégie de croissance verte de la Banque de développement africaine. Ensuite, je vais parler des processus de COP et ensuite, je vous en dirai davantage sur nos plans pour ce qui est de la COP 27 en matière d'économie circulaire. L'économie circulaire fait partie intégrante de la stratégie de croissance verte de la Banque africaine de développement et de l'action climatique de la Banque, d'un point de vue de l'atténuation, mais également d'un point de vue de l'adaptation. Donc, pour ce qui est de l'atténuation, l'économie circulaire peut amener énormément, notamment une réduction des émissions de manière plus large et inclure davantage de secteurs, et pas uniquement l'énergie et les autres secteurs dans lesquels on fait de l'atténuation, notamment l'agriculture régénérative, mais également les réductions provenant d'autres ressources plus efficaces. C'est quelque chose pour lequel notre centre NDC travaille dans notre département. C'est ce que fait ce département. Il aide les pays à inclure également l'économie circulaire et c'est une nouvelle manière d'atténuer les émissions dans le cadre de leur contribution déterminée au niveau national. D'un point de vue de l'adaptation, c'est probablement d'ailleurs la partie la plus importante pour les pays africains, la partie adaptation, puisque leur économie circulaire peuvent avoir des avantages importants. Tout d'abord, la diversification de l'économie, la création d'emplois et de la création de nouveaux secteurs lucratifs qui sont à la fois efficaces en matière de ressources, mais également bons pour l'adaptation. Il y a un autre élément lié à l'adaptation qui parfois est évoqué, à savoir la meilleure gestion des déchets, puisque cela peut également faire partie de l'atténuation du changement climatique et une meilleure gestion des déchets peut en partie réduire les risques liés au changement climatique. Donc, le rôle de la gestion des déchets dans cette équation est également important. Et je l'ai déjà dit, nous travaillons avec le Centre des contributions déterminées au niveau national, ainsi que
d'autres centres liés qui travaillent sur la question climatique, notamment la plus récente que je coordonne, à savoir le Centre de l'économie circulaire en Afrique, qui a été lancé ce printemps, et nous sommes en train d'opérationnaliser ce centre. Avec les fonds, nous voulons créer un environnement propice pour l'économie circulaire et une adoption plus large des pratiques, donc qui soutiendrait à la fois les gouvernements et le secteur public pour créer un environnement politique favorable à l'économie circulaire. Mais nous travaillons également avec les secteurs privés pour soutenir la mise à l'échelle des solutions viables. Nous visons également la mise à l'échelle des financements privés pour ces sujets. En lien avec la COP et les processus de la COP, eh bien, la Banque de développement africaine a deux différentes voies, puisqu'elle s'engage dans les processus de la COP de deux manières. Tout d'abord, dans la partie négociation, puisque nous avons une équipe entière à la banque dans notre département qui soutient les pays dans les négociations. Moi, je ne m'y connais pas tant que ça sur cette partie du travail, donc je serais ravie de vous mettre en contact avec des personnes responsables de ce travail. Puis, il y a l'autre partie, l'autre voie d'implication avec le pavillon Afrique et les événements parallèles. Le but est de soutenir les pays donc, dans leurs négociations, mais également soutenir les événements pour mettre en avant les actions des pays africains en lien avec les sujets de la COP. Donc, le pavillon Afrique existe depuis de nombreuses années dans le cadre de la COP. Il existe également depuis la COP 15 au printemps dernier. Et puis, comme les années précédentes, le pavillon Afrique était présent également et il le sera à la COP 27. Donc, la Banque africaine de développement est l'un des partenaires clés du pavillon Afrique, ainsi que and also NEPAD, for example, is part of that. And there will be dozens of side events during this COP27, this upcoming COP27, and there has been a lot of demand for the side event slots. There were, I think there was only one that was geared around circular economy for the la 27 so we are sera fructueuse pour la COP 27 pour le continent africain. Also, where the concept of this session would be. Et le concept de cette session, d'une des sessions que nous allons organiser, c'est de mettre en exergue les stratégies de développement de l'Afrique et combien cela peut améliorer la création d'emplois et améliorer également les conditions de vie des personnes les plus vulnérables. Il s'agit également de démontrer également que la gestion des déchets peut être un vrai pilier de la stratégie d'adaptation et d'atténuation, puisque la gestion des déchets n'est souvent pas une priorité. Et le troisième sujet de cet événement parallèle que nous allons organiser est d'insister sur l'importance des financements climatiques. Donc, cet événement parallèle n'a pas encore été confirmé, cependant, nous sommes confiants qu'il sera organisé, qu'il sera confirmé. La date n'a pas été confirmée encore, mais comme je l'ai dit, je suis confiante qu'on pourra l'organiser, cet événement parallèle. Ce sera sûrement une discussion en table ronde. Nous aurons des représentants des gouvernements africains, ainsi que des représentants d'organisations internationales qui nous en diront davantage sur des projets mis en œuvre,
soit dans la question de l'économie circulaire dans la stratégie de développement national et certains des projets de gestion des déchets qui ont eu un impact sur le climat. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que fait la Banque de développement africaine en matière d'économie circulaire. Et cela fait partie donc de notre stratégie verte. La banque s'implique donc dans les processus de COP, tout particulièrement pour la COP à venir. Merci beaucoup. Djokoudou, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Elisa. En effet, le rôle de la banque est essentiel. Je suis ravie d'en entendre davantage sur ces liens. Alors, on ne va pas tout de suite passer à la session de questions-réponses. Je vais donner la parole à Makash avant de donner la parole à chacun et à chacune. J'aimerais simplement dire qu'on a un lien qui a été inscrit dans le chat sur un événement à venir qui sera organisé à la fin du mois. Donc, j'aimerais que vous parliez des résultats à venir et les attentes que vous avez pour cette session. Makash, je vous donne la parole. Merci, Djokoudou. Bonjour. Je suis Makash du secrétariat. Je fais partie de l'équipe de l'économie circulaire. Il reste 30 jours avant que la COP ne commence. Chris et Elisa ont parlé des contributions déterminées au niveau national. Updated NDCs from last year, I think only about 75 of them. Et on l'a déjà mentionné, on a mentionné. Pardonnez-moi, est-ce qu'il y a un souci technique, Djokoudou? Non, je vais demander à nos participants également de garder leur micro fermé dans la mesure du possible, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut éteindre votre micro, commandant David, s'il vous plaît? Merci. Comme je le disais, uniquement 75 des contributions déterminées au niveau national ont évoqué la question de l'économie circulaire. Et donc, je me suis rendu compte en préparant cette session de la magnitude du travail qu'il reste encore à accomplir. Pour contextualiser un peu les choses, le sommet précédent s'est tenu en 92, il y a donc 30 ans. L'agenda du climat tel que nous le connaissons a pris beaucoup de temps pour progresser et pour arriver à ce stade où nous en sommes. Alors, il y a eu effectivement des COP qui ont constitué des jalons et des accords, le protocole de Kyoto, l'accord de Paris. Et les différentes COP ont été de bons instruments pour nous amener à ces différents résultats. Mais il est essentiel de comprendre que nous avons fait de nombreux progrès et en même temps, il y a eu des régressions à certains moments. Si vous regardez ce qui se passe à l'heure actuelle, les complications que l'on observe, notamment à cause de la guerre en Ukraine et la nécessité de trouver des sources d'énergie, cela ajoute davantage de complexité encore, mais cela engendre également une plus grande difficulté à trouver des solutions, puisqu'il y avait des interventions qui, jusqu'ici, étaient plutôt faciles d'accès et qui le sont moins à l'heure actuelle. Et nous savons également que les pays en développement ont besoin de se développer davantage en utilisant des sources d'énergie viables. Et cela peut stimuler les emplois. À nouveau, c'est très complexe. Cela nous a pris 30 ans pour arriver où nous en sommes. Et ce que j'essaie de dire, c'est que pour ce qui est de l'agenda en matière de circularité, c'est quelque chose d'assez récent.
Et si nous ne commençons pas à intégrer l'agenda circulaire dans l'agenda climatique, ça va nous prendre des dizaines, une vingtaine d'années pour arriver où nous en sommes en matière de circularité. Et je pense que la circularité est liée à la gestion des déchets. Et donc, je pense que c'est un bon point d'entrée pour que les gouvernements locaux et sous-nationaux prennent cette question à bras-le-corps. Les gouvernements locaux, en matière de gestion des déchets, sont confrontés à de nombreux défis. Et en même temps, nous voyons l'adoption plutôt de l'économie circulaire n'est pas assez élevée encore parce que les gouvernements locaux et nationaux n'ont pas encore pris la mesure de l'importance de l'économie circulaire et des avantages de cette dernière. L'économie circulaire n'est pas aussi bien positionnée dans les priorités qu'elle devrait l'être. On devrait la positionner davantage en haut des priorités pour nous attaquer aux impacts du changement climatique et les différents éléments mentionnés un peu plus tôt. Donc, si on regarde les recherches de la Fondation Ellen MacArthur, environ 45% des émissions peuvent être réduites grâce aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique et des interventions de ce genre. Cependant, les 45% restants, donc le dernier kilomètre, si vous voulez l'appeler ainsi, c'est attribué à la consommation. Et c'est là que l'économie circulaire doit jouer son rôle pour réduire les 45% supplémentaires de réduction pour nous amener à cet avenir net zéro. Mais ça n'est pas pris assez au sérieux. Et nous avons beaucoup de plaidoyer à faire en la matière pour que ça le soit davantage. À nouveau, je reviens à ce que je disais, si nous voulons créer notre trou en matière d'économie circulaire et faire valoir l'économie circulaire dans les agendas climatiques, cela pourra prendre encore des dizaines d'années. L'option faisable, la seule option, c'est de davantage intégrer l'économie circulaire en tant qu'outil dans les dialogues actuels. Personnellement, et je sais qu'on est enregistré, mais moi, je n'ai pas vu de réelle intervention pour la circularité dans les différentes négociations. Il y a eu des initiatives qui ont été lancées, cependant, à la suite des différentes COP, mais pas d'engagement clair. Pour ce qui est du rôle d'ICLEI en matière de la circularité au sein de la COP, ICLEI est partenaire de différentes actions climatiques depuis plusieurs années, notamment dans la question de la gestion des déchets, de l'eau et des installations humaines. Mais nous devons faire davantage de plaidoyer pour que les acteurs mettent en œuvre les accords de Paris. Alors, c'est compliqué de contribuer aux négociations, mais il y a eu un partenariat au terme de la COP de Marrakech. Et un événement sera donc organisé le 17. Cet événement vise à mettre en lumière les différents signaux du changement qui nous montrent que le monde peut être davantage résilient, abordable et respectueux de l'environnement en se concentrant sur l'économie circulaire, notamment dans les zones urbaines, et combien les avantages et bénéfices s'étendent au niveau social, environnemental, entre autres. Nous travaillons également sur la question de est-ce que l'économie circulaire est trop chère? Mais nous le savons, le potentiel de l'économie circulaire peut combler des lacunes, les lacunes trop souvent observées dans les pays du sud, de l'hémisphère sud. En plus du partenariat de Marrakech, il y a également une initiative qu'on appelle Sustainable Urban Resilience for the Next Generation, donc la résilience urbaine durable pour les générations à venir, en collaboration avec UN Habitat et l'ONU Habitat et ICLEI. Ce sera inauguré très bientôt. Je ne veux pas rentrer dans le détail puisque je vais vous laisser la surprise, mais cette initiative vise
a créé un cadre, en quelque sorte, pour davantage coordonner le travail actuel existant sur différentes thématiques et ainsi accélérer les actions. Le but étant bien entendu d'accélérer la résilience et la durabilité des zones urbaines. Il y a donc un groupe de travail qui travaille sur l'énergie urbaine, la consommation et les déchets, la mobilité. Il y en a un autre également qui se concentre sur l'immobilier. Et les objectifs, c'est d'améliorer les systèmes de gestion des déchets municipaux et faire avancer la question de l'économie circulaire pour accélérer la transition vers un style de vie qui nous permette de maintenir la hausse des températures à 1,5 degré, mais également de garantir un développement des communautés et des pays qui soient durables, notamment avec des politiques durables d'achat grâce à la sensibilisation, de l'éducation, entre autres. Voilà à peu près les éléments saillants, je pourrais en dire davantage, mais j'ai pensé qu'il était important de parler de ces deux interventions principales dans lesquelles ICLEI est impliqué dans le cadre de la COP. Pour revenir un petit peu en arrière et me concentrer sur ce dont nous avons besoin lorsqu'on parle de circularité dans le cadre de la COP 27. La COP 27, on en parle énormément. On dit qu'il s'agit d'une COP orientée sur l'action et sur la base de cela, différents éléments sont importants. Tout d'abord, les actions doivent être renforcées et à nouveau, chacun connaît les nuances. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais surtout, je crois que la transition énergétique doit davantage suivre des principes circulaires pour ne pas que le serpent se morde la queue. On a vu un vrai déploiement de différentes technologies durables ces dernières années, que ce soit des éoliennes, des panneaux solaires, etc. Mais nous ne parlons pas activement de la fin de vie des technologies renouvelables. Et c'est ce sur quoi ICLEI travaille à l'actuel. Nous allons lancer très bientôt des événements sur cela. Donc, pour revenir sur la COP, nous voulons offrir une approche qui soit accessible pour tous les différents secteurs en matière de circularité. Mais pour ce faire, nous devons faire tomber les barrières puisque les hommes et femmes politiques ne comprennent toujours pas complètement le concept de circularité. Et je sais que vous le savez dans cette salle, l'éducation, la sensibilisation, le plaidoyer, c'est essentiel. On a fait la même chose pour la transition énergétique et l'énergie. Nous le savons, la circularité doit faire partie des priorités. On se souvient d'avant que nous fassions du plaidoyer, l'adoption des solutions que nous promouvions n'était pas au niveau que nous espérions. Donc, nous avons fait du plaidoyer, nous avons fait des recherches sur le terrain et il faut de la sensibilisation, il faut expliquer les choses et les réexpliquer pour que les gens puissent s'approprier ces concepts. Par ailleurs, il y a un autre élément manquant, à savoir qu'il n'y a pas d'intégration. Chaque acteur, que ce soit une ONG telle qu'ICLEI, ou des plateformes municipales, des associations, des banques, des entreprises, des gouvernements nationaux, les intentions sont bonnes, mais parfois les initiatives sont développées de manière non coordonnée. Donc, il y a besoin d'avoir davantage de coordination avec les différents acteurs qui jouent un rôle important, mais pour qu'ils contribuent davantage de manière unifiée à l'amplification du concept de la circularité. Et enfin, et c'est là que ICLEI développe une théorie du changement pour avoir un programme global de circularité. Nous appuyons pour cela sur 3 piliers, différentes étapes
à suivre pour faire la transition vers un avenir circulaire pour les villes. Il s'agit d'un programme qui vise également à aider les acteurs à tous s'engager dans la même direction. Souvent, trop souvent, il y a des initiatives qui sont quelque part contradictoires. Mais si on arrive à faire davantage de coordination, je pense qu'on peut capitaliser et gagner énormément de temps. Donc, je suis convaincue que cette théorie du changement est un vrai blueprint à utiliser. Voilà, je vais m'arrêter ici, Joe Koudou. Je vous rends la parole. Merci infiniment. Ce que vous avez dit, c'est également nous donne beaucoup d'éléments pour comprendre ce à quoi nous attendre. J'aime ce que vous avez dit sur l'importance d'agir plutôt que d'espérer qu'on va atteindre nos objectifs d'ici à ce que tel ou tel objectif soit atteint. Donc, j'aimerais également vous rappeler que si vous avez des questions pour les orateurs d'aujourd'hui, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou à lever la main. Mais j'ai une question pour commencer la discussion que j'adresse à vous deux, en particulier en lien avec ce que Makash a présenté. Il y a une nécessité d'agir, on le sait, et d'ancrer les discussions actuelles dans la réalité du continent africain et la réalité du monde en tant que tel. Comment donc pouvons-nous nous assurer que toutes ces idées dont nous parlons soient traduites dans les politiques? Comment est-ce qu'on fait en sorte que ces belles idées soient traduites dans les politiques et ensuite en action? Parce qu'il y a des actions déjà mises en place par différentes personnes, différentes associations en Afrique, mais il faut que ce soit davantage ancré dans les différentes politiques. Mais comment s'y prendre? Est-ce que vous voulez que je commence à répondre à cette question? Oui, bien entendu, vous pouvez prendre la parole. Alors, il s'agit d'une question très importante. Et c'est vrai que le déploiement de tout ça est complexe. J'aimerais commencer par vous donner un exemple simple, alors qui peut vous paraître évident, mais que l'on ne pratique pas assez, à savoir la communication. Souvent, au sein d'une même organisation, on ne communique pas. Et c'est beaucoup plus compliqué encore lorsqu'il s'agit de communication entre pays, entre acteurs, entre différentes entités sur différents continents. C'est le socle de la coordination. C'est la seule solution pour garantir que non seulement on développe des politiques, parce que des politiques, elles peuvent être développées derrière un ordinateur, mais est-ce que cette politique ensuite, elle sera appliquée? C'est autre chose. Mais souvent, les acteurs clés ont des actions qui soit se chevauchent, soit sont contradictoires. Et la coordination est donc essentielle. Mais pour cela, il faut également un deuxième élément, à savoir la confiance. Comment faire en sorte que les gouvernements qui prennent des décisions maintiennent la confiance que les citoyens ont en eux. Ces politiques qui sont décidées au niveau des gouvernements doivent faire l'objet d'une consultation. Si cela est fait uniquement au plus haut niveau, eh bien, les citoyens perdent de confiance. Nous avons donc besoin d'une réflexion plus collaborative, presque altruiste. Et nous devons réunir les différents acteurs concernés. Et enfin, c'est parfois difficile lorsqu'on travaille avec différents acteurs parce qu'il y a des intérêts et objectifs parfois contradictoires. Les gouvernements doivent donc rester très neutres, car c'est un espace dans lequel il y a beaucoup d'acteurs. Or, il y a des entités à but lucratif qui ont des intérêts différents. Et dans ce cas-là, pour trouver un consensus,
Cela peut être dangereux, car lorsqu'on obtient un consensus, that particular point in time, be it a policy or translating policy to a particular program. And this is where compromise is needed. So if government needs to make a particular decision, perhaps citizens benefit, but businesses eh bien, on get the short end of the stick, arrive so to speak. They need pas. Et les entreprises doivent faire des compromis. Mais ça n'est pas toujours la solution la plus bénéfique pour les citoyens ou l'environnement. Merci, Makash. Peut-être qu'on peut donner la parole à Elisa. Eh bien, merci. En effet, comme Magash l'a dit, ce n'est pas facile de créer un environnement favorable pour l'économie circulaire. L'économie circulaire est un concept qui va au-delà des pays, au-delà des frontières. Comme Magash le disait, la communication est clé pour accélérer la collaboration. Trop souvent, et on commence avec OCEF, Africa Circular Economy Facility, et donc avec ce webinaire qu'on organise dans un mois pour parler de l'économie, de la cartographie et de la feuille de route d'économie circulaire en Afrique. C'est la première étape pour créer cet environnement favorable. Et pour créer cette feuille de route, il faut avoir des informations sur la situation actuelle. Cependant, étant donné qu'il s'agit d'un sujet extrêmement large, on ne peut pas attendre d'avoir les informations parfaites avant d'agir. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut faire de la mise en œuvre parallèle et définir des plans d'action avant d'avoir tous les éléments en main. Et on ne peut pas se contenter d'attendre que tout soit aligné pour agir. Comme Magash a dit, il s'agit de sujets complexes. Par conséquent, on n'arrivera jamais à créer la politique parfaite parce que ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Il y a toujours des compromis. Par exemple, tous les pays sont différents, mais on aimerait avoir l'intégration, l'harmonisation au sein du continent, mais nous le savons bien, c'est compliqué. Ce sont des éléments qui nécessitent un équilibre. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire. Avec OCEF, notre partenaire, on adopte une approche qui consiste à dire qu'on doit tous commencer quelque part et à partir de cela, eh bien, nous pouvons améliorer nos actions. Donc, nous encourageons tous les pays à faire la même chose, à continuer à travailler sur leur stratégie avec leurs pairs et avec leurs voisins. Donc, d'une certaine manière, commencer maintenant et ajuster le tir au fur et à mesure. Voilà, c'est ce que je conseillerais. Merci infiniment. J'aimerais souligner quelque chose qui a été écrit dans le chat. C'est une question adressée à Makash, à savoir l'initiative que vous avez mentionnée qui concerne les environnements urbains est-elle liée avec l'initiative 50 by 2050, donc 50 d'ici 2050. Il y a beaucoup effectivement de synergie entre les contenus de ces deux synergies. Donc, Makash, est-ce que vous pourriez en dire davantage sur cela? Merci, Jokudu. C'est une excellente question. Une question qui nous est venue en tête également. Donc, vous avez tout à fait raison. L'initiative 50 d'ici 2050 est une initiative très intéressante. Je ne sais pas exactement quel est le timing, si la nôtre a été lancée avant la leur, mais c'est une initiative de la République d'Égypte également. On a eu des discussions à ce sujet
avec le point focal de cette initiative et nous sommes en train de développer à l'heure actuelle une proposition pour voir comment ces deux initiatives peuvent opérer des synergies. Fondamentalement, cependant, l'argumentaire est un peu différent puisque les niveaux, les périmètres sont un peu différents. Cependant, je suis d'accord avec vous, il y a de nombreuses synergies et nous explorons les possibilités de, de fusionner ou du moins de faire fonctionner ces synergies. Merci, Makash. Sur ce, j'aimerais revenir sur certains des points qu'a mentionné Elisa sur le développement de feuilles de route nationales. Peut-être que vous pouvez nous en dire davantage sur l'importance de bien choisir ces outils pour passer de la création de politique, pour passer à la mise en œuvre. Pour revenir à ce que Chris a dit dans le chat, les principes directeurs continentaux sont nécessaires, mais on a besoin de politiques locales et nationales. Elisa, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur l'importance d'utiliser des feuilles de route pour mettre en œuvre les principes de l'économie circulaire? Yeah, thanks. Merci beaucoup. En effet, eh bien, avoir une feuille de route pour la mise en œuvre, ça n'est pas unique à l'économie circulaire, mais c'est surtout utile pour la mise en œuvre de concepts ou de stratégies de développement telles que l'économie circulaire, puisque, comme je l'ai dit, et comme nous le savons toutes et tous, c'est quelque chose d'extrêmement transverse, l'économie circulaire, qui va au-delà des différents secteurs. À titre d'exemple, le développement de politiques, c'est quelque chose qui passe entre les mains d'agences, de ministères, et cela va au-delà des politiques nationales et municipales et locales. C'est la raison pour laquelle une feuille de route dans ce contexte est d'autant plus utile, car cela peut amener différents acteurs du secteur privé notamment, et dans ce contexte, c'est même difficile d'identifier les goulots d'étranglement pour une mise à l'échelle ou une mise en œuvre de solutions circulaires. Cela peut être difficile d'identifier les goulots d'étranglement lorsqu'on est derrière son écran ou dans un ministère. Il faut donc inclure également le secteur privé pour comprendre où on veut aller et quels sont les goulots d'étranglement. Et ce processus de feuille de route, plutôt que d'avoir simplement un processus plus simple, on le dit souvent, le processus est presque plus important que les résultats escomptés. Donc, le processus d'inclusion des représentants de différents ministères, différentes agences du secteur privé et d'autres secteurs dans le secteur privé, et une participation aussi large que possible pour la création de cette feuille de route, c'est tout aussi important. Donc, ainsi, au moment de la mise en œuvre, vous avez également une vraie appropriation de la feuille de route et des termes utilisés dans le cadre de cette mise en œuvre. Donc, même si les résultats sont essentiels également, bien entendu, on ne doit pas oublier l'importance du processus. Clairement, ça n'est pas quelque chose qui doit se faire seul derrière un ordinateur. C'est quelque chose qui doit être fait avec différents acteurs. Et vous pouvez d'ailleurs pas demander à un expert de le faire pour vous, pour chaque pays. Cela doit être un processus, et dans chaque région également d'ailleurs, en fonction du niveau auquel vous voulez faire votre exercice de feuille de route. Simplement, cela doit être fait avec l'implication des différents acteurs. Sinon, ça va juste être des feuilles de papier qui resteront dans un tiroir abandonné. Donc voilà comment je perçois l'importance de créer des feuilles de route. Merci beaucoup et merci d'avoir souligné et répété un point
à savoir que ces processus ne doivent pas être statiques et l'importance d'agir et d'apprendre des contributions provenant de la mise en œuvre des initiatives en matière d'économie circulaire. C'est essentiel. Et vous avez d'ailleurs fait le lien avec ce que Florence a dit dans le chat. Même si c'était en français, on a essayé de le traduire, donc je vais essayer de le lire. Au cas où vous ne l'auriez pas lu, Florence nous a dit que il y a un manque de mesures de base dans le carbone, mais nous ne devrions pas laisser cela nous empêcher de faire avancer une transition à faible émission de carbone. Elle nous a dit également que pour commencer, oui, mais sans oublier que la circularité peut aussi générer des gaz à effet de serre en grande quantité et en Afrique, si ce n'est qu'au niveau national, on manque de mesures carbone pour valider une circularité respectueuse de la planète. Elle nous demande d'ailleurs pourquoi on n'aborde pas la régénération. Il faut regarder ce que ça veut dire pour les actions que les entreprises peuvent mettre en place pour l'économie circulaire. Les départements dans les gouvernements locaux peuvent agir également et cela nous amène d'ailleurs à la deuxième partie de notre programme, à savoir que j'aimerais qu'on aille en groupe de travail. Nous pourrons donc discuter de certains sujets pour rentrer dans le vif du sujet des thèmes abordés. Donc, j'aimerais que vous abordiez le rôle de l'économie circulaire dans l'action climatique. Je crois qu'on a déjà évoqué cela avec Elisa et Makash aujourd'hui. Et j'aimerais que vous nous disiez également quel est le rôle que vous pensez pouvoir jouer dans la contribution pour la transition environnementale dans votre secteur, si vous n'avez pas encore fait le lien avec la COP27. Et deuxième question, quelles sont les attentes et impacts pour lesquels vous vous engagez? Est-ce que à la COP27 et dans les différentes plateformes internationales, vous pensez que ça va arriver? Makash nous l'a dit, la réalité de la situation actuelle et ce qui a été fait depuis le début des COP et les progrès qui ont été faits jusqu'ici. N'hésitez pas également à ajouter des commentaires si vous en avez, si vous pensez qu'il y a des éléments que nous n'avons pas évoqués. N'hésitez pas également à en parler. Zakia a mis dans le chat les différentes questions. N'hésitez pas à les noter. Sachez également pour les francophones que si on vous envoie dans une salle, n'acceptez pas cette invitation. Veuillez rester dans cette salle, dans la salle plénière, pour discuter du rôle de l'économie circulaire dans l'action pour le climat, entre autres. Donc, ces trois questions qui sont dans le chat, vous aurez 10 à 15 minutes. J'aimerais vous demander également de nommer un rapporteur pour faire un retour sur ce. Merci à toutes et à tous. J'espère que vos discussions se sont bien passées. Je vous souhaite la bienvenue à la session plénière. Les discussions étaient très intéressantes avec les francophones. On aimerait très rapidement vous donner la parole pour que vous nous disiez les points saillants de vos discussions. On va peut-être commencer avec nos collègues francophones pour qu'ils puissent partager ce qui a été discuté aujourd'hui dans la salle plénière. Pour celles et ceux qui écoutent en anglais, n'hésitez pas à aller sur le canal anglais pour avoir accès à l'interprétation. Over to you, Florence. Florence, vous avez la parole. Ou le groupe francophone, le rapporteur du groupe francophone. Oui, Monsieur Yao. OK, merci. Donc, Soré, merci beaucoup pour la parole. Ici, dans notre groupe, nous avons compris que le concept même de l'économie circulaire est un peu ambivalent, en ce sens que le concept est nouveau pour nous, particulièrement les pays francophones, mais en même temps, la pratique circulaire est ancienne dans notre environnement. Il s'agit donc de s'approprier des terminologies plus appropriées au contexte africain pour que l'économie circulaire puisse être comprise à tous les niveaux. Il y a aussi, nous avons discuté aussi du fait que le discours
de l'économie circulaire au niveau des États est encore balbutiant et qu'il y a une importante action à mener pour leur permettre de mieux comprendre. L'autre volet qu'on a également vu, c'est que la pratique économie circulaire est plus dans le secteur informel, en même temps que ce secteur est négligé et ne joue pas un rôle majeur dans nos économies, contrairement au secteur structuré. Et ce secteur structuré aussi n'est pas encore totalement associé au discours sur l'économie circulaire actuellement. En résumé, donc, il y a lieu d'adapter le lexique de l'économie circulaire au contexte africain. Il y a lieu d'anoblir les pratiques qui sont circulaires, mais qui se retrouvent encore dans le secteur privé non structuré, secteur informel, et il y a lieu d'associer le secteur privé à pouvoir s'approprier l'économie circulaire et l'intégrer dans ses pratiques. Et enfin, il faut aussi vulgariser à tous les niveaux, aussi bien qu'au niveau des ménages. C'est en ce sens-là que nous pourrons réellement faire en sorte que l'économie circulaire dans l'espace francophone puisse contribuer aux mesures d'atténuation du changement climatique. Merci. No, thank you so much, Mr. Edward Yao, for sharing those perspectives, very relevant and well tied to some of the points that Magash had pointed out, which is we need to start thinking about how we practicalize infiniment. Or taking action for circular economy implementation. And from what you've said, not pratique et de la nécessité d'agir tout en n'oubliant pas ce qui est déjà mis en place. Il faut s'assurer effectivement que tout le monde comprenne ce que signifie l'économie circulaire. Il y a encore beaucoup de travail à faire, malgré tous les progrès qui ont déjà été faits. Nous pourrions peut-être donner la parole au premier groupe également. Si vous étiez dans le premier groupe, est-ce que vous pourriez partager avec nous les points saillants de vos discussions? Est-ce que c'était similaire à ce qu'on a entendu dans le groupe francophone ou est-ce que c'était très différent? Alors, merci, Jokutu. À vrai dire, je vais juste parler de ce dont nous avons parlé. Tout d'abord, nous avons parlé du rôle de l'économie circulaire dans l'action climatique. Et ce que nous avons dit, quelqu'un a dit du moins, que étant donné que l'économie circulaire cherche également à réduire les déchets, cela contribue donc à maintenir la structure géologique parce que nous faisons de l'extraction de ressources naturelles. Et donc, il est essentiel de maintenir la structure géologique. On a parlé de rémunération également, tout à fait en lien avec les actions climatiques et essentiel pour ramener la nature où elle doit être. Et la nature qui a déjà été perdue, il faut la régénérer. Et ça fait partie des actions climatiques nécessaires. Nous avons ensuite discuté des liens entre l'économie circulaire et le changement climatique et les actions connexes. Et nous avons dit qu'il y avait un fossé qui avait besoin d'être comblé. Et d'une manière ou d'une autre, on n'a pas vraiment bien comblé ce fossé. On n'a pas renforcé cet aspect. Et nous avons également dit que généralement, il y a à l'heure actuelle un vrai élan sur le changement climatique. Et on avait l'impression, on a dit que l'économie circulaire avait besoin de se saisir de cet élan et en faire partie. Cependant, les liens entre l'économie circulaire et le changement climatique n'étaient pas souvent assez faits. Pour renforcer ces liens, eh bien, nous avons dit que c'était compliqué d'avoir le même élan pour inclure l'économie circulaire dans les discussions à la COP27 et dans les discussions liées au changement climatique de manière générale. Donc, on a dit que c'était difficile à faire. Et donc, il y a des opportunités ratées en matière d'économie circulaire, même pour la COP27 qui arrive, parce qu'on n'arrive pas vraiment à faire le lien entre le changement climatique. Et or, si on rate cette opportunité, ça veut dire que la COP27 n'arrive pas à créer ces liens et ce sera une manque. Donc,
en pratique, comment intensifier cet élan qui entoure l'économie circulaire? Eh bien, c'est en l'intégrant dans les politiques liées au changement climatique, parce qu'il y a une opportunité, il y a un fossé, on doit voir comment créer ce lien. Voilà ce dont nous avons discuté. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir partagé avec nous cette contribution. En effet, nous avons besoin de saisir les opportunités pour garantir que les contributions qui proviennent du travail que nous faisons dans l'économie circulaire soient entendues. Parce que cela a beaucoup d'impact sur les actions climatiques et cela nous aide à atteindre les différents objectifs qui ont été fixés par différents pays partout dans le monde, pas uniquement en Afrique d'ailleurs. Est-ce qu'on peut donner la parole à la salle numéro 2? On a eu un message de Piotr qui nous demande s'il peut se joindre à la conversation. Oui, bien sûr, allez-y. Alors, dans notre groupe, on s'est concentré sur une autre discussion, mais c'est à vrai dire très en lien avec ce qu'a dit le groupe francophone, la démocratisation de ces concepts, notamment dans l'économie. On se rend compte que les acteurs influents, tels que les grandes entreprises, les États, ont tendance à prendre un rôle disproportionné dans la prise de décision. Et ainsi, la valeur et les flux importants de déchets sont gérés par les grands acteurs, alors que les déchets résiduels sont gérés par le secteur informel. Et dans les discussions en matière d'économie circulaire, on voit que c'est quelque chose qui est négligé. La démocratisation du développement de l'économie circulaire, c'est quelque chose qui est trop souvent observé. Il ne faut marginaliser personne, surtout dans les économies en développement, puisque jusqu'ici, le secteur informel, c'est le secteur informel qui fait le travail et qui connaît et qui a les compétences. Et on voit que les grandes entreprises rentrent dans ce terrain, mais s'ils sont trop intrusifs et s'accaparent la grande partie du gâteau et qu'au final, les gens qui étaient déjà marginalisés mais qui faisaient le travail se retrouvent avec les miettes, ça ne fonctionnera pas. La responsabilité étendue, on le voit, il faut inclure cette main-d'œuvre. Ce serait vraiment extrêmement néfaste pour eux s'ils ne l'étaient pas. Il y a des associations, Gaia ou Wego, qui travaillent pour développer des principes directeurs pour s'assurer que les mécanismes EPR soient inclusifs. Donc, ce que j'entends par là, et ce dont nous avons discuté, c'est la formalisation de la gestion des déchets informels. Ça, on l'a dit, c'est nécessaire. Simplement, il faut prendre en compte les demandes et les besoins des acteurs informels actuels pour qu'ils soient impliqués, plutôt que de contracter des grosses entreprises avec des gros camions. Alors certes, ces gros camions, ça va être efficace pour la collecte des déchets, mais à long terme, ils vont perdre également la valeur qui pourrait être maintenue si on avait une collecte séparée. Alors ça peut coûter plus cher, mais on ne veut pas abandonner la main-d'œuvre dans keep the value of materials longer, will reduce the cost of later stages of recycling and the sorting and putting into new materials. So we have to look at the cost in the whole value chain, whole receipt, bill, the whole bill, rather dans son ensemble. Donc, la collecte des déchets avec des camions, c'est rapide et c'est moins cher, mais je vois que dans les pays en développement, on se concentre sur cette solution, une collecte divisée, une collecte séparée. Merci, je vais devoir quitter la session. Merci beaucoup. On est ravis que vous ayez contribué, que vous ayez partagé avec nous cette contribution et en lien avec ce que vous avez mentionné dans le groupe francophone, on a également mentionné l'importance d'être stratégique sur la manière dont on met en œuvre l'économie circulaire. On ne doit pas uniquement prendre pour argent comptant que l'économie circulaire a des co-bénéfices pour la société, mais que l'on les comprend parce qu'il y a effectivement des processus
sur lesquels on doit plancher, surtout s'il y a différentes actions spécifiques. Il faut regarder exactement ce qui peut être fait pour garantir que les impacts que vous créez amènent un résultat positif plutôt que des externalités négatives. Il y a un rôle important joué par les différents secteurs, notamment le secteur privé, puisque effectivement, il y a les gens qui font la collecte informelle, on a les groupes vulnérables, il y a les jeunes. Ce sont des gens qui jouent un rôle important. Il faut exploiter le potentiel et des opportunités qui proviennent de leur rôle, et donc ils doivent être impliqués dans les processus de décision de manière positive. On va passer au groupe 2. Groupe numéro 2. Bonjour à nouveau. On n'a pas eu le temps de se mettre d'accord sur qui allait prendre la parole, mais je vois que très peu de personnes de mon groupe sont encore avec nous. Donc, très rapidement, je vais vous dire ce que nous avons dit. Nous avons également parlé des co-bénéfices et de l'importance d'une mesure holistique des avantages ou des impacts négatifs afin de non seulement prioriser, mais également de déterminer si l'impact final est positif ou non. C'est quelque chose sur lequel on doit être très attentif. That we made is that we underline the nature of circular economy still to bringing in solutions and how to share more business opportunities. We had a s'appuyer sur différents acteurs pour trouver des solutions. Un participant de l'Afrique du Sud a notamment dit qu'il était essentiel de créer un espace pour l'économie circulaire, mais également pour que ce soit bénéfice pour les entreprises, pour que chacun puise également des expériences des uns et des autres. Donc, l'économie circulaire doit être présentée comme étant une alternative et une solution positive. Donc, il s'agit également de la manière dont on parle de l'économie circulaire. Voilà ce dont on a parlé. Merci beaucoup, Elisa. En effet, on doit réfléchir à des solutions et des résultats. Et se fixer des objectifs et des solutions sur la base de ces objectifs. On va pouvoir passer au groupe 3, le dernier groupe. Je crois que c'était notre salle. Donc, pour revenir sur ce qui a été dit, et à nouveau, merci beaucoup à la Côte d'Ivoire, parce qu'on a beaucoup appris de ce qui a été dit, mais ce qu'on a dit, c'est très en lien avec ce que vous avez dit, parce qu'en fait, le groupe francophone a dit des choses très en lien avec ce qu'on a dit. On a parlé de ce que peut apporter l'économie circulaire. Et lorsqu'on parle de la COP27 et des opportunités, parce qu'il s'agit d'un événement axé sur l'action, il faut que l'on regarde l'application de projets sur le terrain, plutôt que de faire ce qu'on fait, de ce qu'on a fait par le passé. Si on regarde dans les pays, après 1 an, 2 ans ou 3 ans dans un pays, les projets sont toujours pas en application parce qu'il y a encore des discussions en cours. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est peut-être des projets pilotes qui pourraient démontrer dans certains secteurs, que ce soit l'énergie, l'agriculture ou autre, les bienfaits de l'économie circulaire et regarder dans quel pays où ça pourrait davantage mieux se passer pour la mise en œuvre. Parce que les nécessités, les besoins en Afrique, il ne s'agit pas uniquement de politique, il s'agit de besoins en emploi, d'énergie, d'alimentation, de logement. Et pour se concentrer sur ces résultats, on doit trouver les bonnes solutions qui pourront ensuite démontrer showing what does work and to bring those applications into Africa. But again, it comes back to what I said right at the beginning. How do we align climate finance with circular economy? How do we look at bringing project developments into Africa that let's put it on the ground. Let's have impact. Let's have the benefit and the outcome for the people on the ground. Then measure it afterwards and talk about how great a job we do, rather than trying to convince them up front.
S'assurer également, en effet, comme ça. So practical outcomes-based opportunities is definitely the focus we'd be looking at. Il faut s'assurer que les impacts de ces actions soient bénéfiques pour les personnes sur le terrain. Merci beaucoup, Chris, d'avoir partagé ce qui a été dit dans le groupe 3. C'est tout à fait en lien avec les idées saillantes des discussions d'aujourd'hui. S'assurer que on applique cette transition et que le travail est fait sur le terrain et que ce soit bénéfique aux communautés, c'est essentiel. Ça revient à ce que Makash et Elisa ont dit dans leur présentation sur l'importance de faire en sorte que l'économie circulaire soit incluse dans l'agenda climatique au niveau international. Mais surtout qu'on a besoin d'actions pratico-pratiques sur le terrain avant que les personnes et que les gens acceptent le concept de l'économie circulaire. Et donc, qu'on prenne en compte la manière dont les gens se procurent de la nourriture, comment ils travaillent. Et il faut intégrer les principes d'économie circulaire dans le contexte africain. Donc, on arrive à la fin de cette session, donc j'aimerais recueillir des commentaires, les derniers commentaires que vous souhaiteriez partager avec nous avant de clore. Et ensuite, j'aimerais donner la parole à Elisa et à Makash et Chris également. Si vous voulez conclure, n'hésitez pas s'il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué au cours de cette session que vous souhaiteriez porter à notre attention. Donc, je donne un peu de temps à notre public, à nos participants, de réfléchir à quelque chose qu'ils aimeraient ajouter. Entre-temps, je vais donner la parole à nos panélistes. Si vous avez quelque chose à ajouter à la discussion d'aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire pour conclure cette session. N'hésitez pas à prendre la parole dans l'ordre que vous voulez. Merci, Jokoudou. J'essaye de faire en sorte que ma caméra fonctionne. Donc, ce dont nous avons parlé peut être classifié comme étant des obstacles et des défis, mais il y a également de nombreuses opportunités. Il faut surtout essayer de trouver des leviers d'accélération. Il faut pousser. On a beaucoup de gens dans cette visioconférence, dans cette session, qui sont de vrais cerveaux, qui travaillent sur ce sujet au quotidien, qui sont dédiés. Et donc, on a des objectifs et il ne faut pas les perdre de vue. Même si les obstacles sont énormes, on arrive à s'adapter. Et je crois que notre résilience et notre capacité d'adaptation va bien au-delà de ces obstacles. Merci, Makash. Elisa? Bonjour. À vrai dire, je m'apprêtais à écrire mes notes pour la COP 27 pour mon événement parallèle. Donc, je m'inspire de ce qui a été dit aujourd'hui pour cette session, la session qu'on organisera à la COP 27. Donc, c'est très utile, cela m'aide énormément. Ça aide également, puisqu'on est en train de passer à la dernière phase de la rédaction du concept du webinaire qu'on va organiser pendant la COP27 sur ce que ça signifie l'économie circulaire. Partager les exemples, ça c'est vrai ce qu'il a dit Chris à la fin. Il faut mettre en œuvre des projets qui servent de démonstrateurs. Il faut mesurer les impacts de ces projets et ensuite démontrer les bienfaits, raconter ce qui s'est fait. Ainsi, on convaincra nos pairs. Alors, comment est-ce que l'économie circulaire se manifeste-t-elle en réalité dans le logement, l'eau, l'alimentation, sur ce type de sujet? À quoi ça ressemble l'économie circulaire? Ça, c'est essentiel. Ça, c'est une vraie source d'inspiration. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité et j'espère vous rejoindre à la table ronde un peu plus tard. J'ai cru comprendre que c'est quelque chose qui est organisé régulièrement, donc n'hésitez pas à m'inviter également. Je serai ravie d'écouter la prochaine fois. Merci, Elisa. Merci, Chris. Sans vous donner la parole sans que vous le vouliez, n'hésitez pas si vous avez des dernières conclusions. Vous me mettez toujours dans l'embarras à me donner la parole en dernier, mais je crois que l'opportunité, c'est effectivement
de se saisir des initiatives. On a des points de vue très africains aujourd'hui. Je crois que c'est essentiel. Elisa l'a dit. Il y a des éléments qui pourront être mis en avant au cours de la COP27, comme Elisa l'a dit. C'est essentiel. Ces événements demandent d'expliquer les sujets et de parler d'exemples. Ce qu'ECLE fait, ce que l'African Circular Economy Network fait, parler de la réalité de ce qui est nécessaire en Afrique. On doit tirer les leçons de cette session d'aujourd'hui et les faire valoir à la COP27. Il y a différents événements qui seront organisés entre maintenant et la COP. On va les partager sur nos réseaux sociaux, mais l'idée, à nouveau, c'est de faire en sorte que cette application pratico-pratique soit utilisée pour la COP27. C'est la première fois que la CCNUCC est organisée en Afrique et donc je crois qu'on doit utiliser et saisir cette opportunité. Il y a un forum en décembre sur l'économie circulaire au Rwanda et je crois qu'il y aura différents événements parallèles pour faire le lien avec la COP et l'économie circulaire à l'avenir. Donc, à nouveau, il faut être pratico-pratique, la capacité, la mise en œuvre. Voilà les mots-clés. Voilà, ce sont les éléments principaux, saillants, qui ressortent du moins de mon point de vue de cette session. Merci à toutes et à tous, merci à Chris et merci à tous les participants. Je ne crois pas que quelqu'un ait levé la main pour conclure, donc je voudrais simplement vous remercier toutes et tous d'avoir contribué à la discussion du jour. Ce que Chris a mis en exergue, c'est un bon résumé de la session d'aujourd'hui. Nous avons hâte de voir ce qui émerge de la COP27. Dans le chat, nous l'avons vu, on a fait les liens avec, on a eu les liens à différentes sessions à venir, notamment la FDB. Elisa nous a mis un lien. On a Caroline a partagé un autre lien pour un autre webinaire la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ces liens pour voir ce qui se fait concernant l'économie circulaire. Et enfin, avant de clore cette session, je souhaiterais mentionner qu'au cours de toutes les sessions que nous avons organisées, nous avons à chaque fois partagé un lien sur un document sur l'économie circulaire en Afrique, les exemples et les opportunités. Nous aimerions recueillir votre retour sur ce document. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour avoir accès à cet article et à nous faire des retours. N'hésitez pas à également cliquer sur le lien pour faire vos commentaires. On a envie de savoir ce que vous en pensez, quelles sont vos réflexions sur cet article. Merci pour cette session. Nous avons hâte de vous retrouver pour la prochaine session au cours de laquelle nous évoquerons un thème en lien avec le changement climatique. Nous vous ferons parvenir un résumé ainsi qu'une invitation pour la session de novembre. Je vous souhaite une bonne journée.